Bonjour. Les personnes qui nous rejoignent, si vous voulez vous installer, on ne va pas tarder à commencer. Donc vous êtes dans la bonne salle, c'est une table ronde sur défis, sens et engagement. Enfin, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est ces trois mots-là. Voilà, une table ronde 100% féminine, nous y sommes arrivés, donc je pense que vous pouvez nous applaudir quand même, c'est pas toujours facile. C'est une nouvelle ère qui commence. Non mais trop souvent je suis seule à animer avec que des hommes autour de moi, donc je suis désolée, c'est un peu sexiste, mais j'avais envie de le partager. Alors, à mon extrême gauche, je vais présenter les quatre intervenantes. Donc Karine Lacombe, professeure, infectiologue et chef de service à l'hôpital Saint-Antoine. Et la locale de l'étape quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puisque j'ai grandi à 10 minutes de voiture d'ici. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce festival. Il y a un très fort régionalisme ici. Donc maintenant, ça fait 3 ans que je viens, donc je sais que c'est toujours extrêmement fort. À ma gauche, Françoise Nissen, présidente d'Actes Sud. Voilà. À ma droite, Fiona Malagouti, qui est Fiona. Voilà, je ne sais pas ce que tu as envie que je dise, mais... Et à sa droite, Sarah Durieux, qui était directrice de la branche française de Change.org, qui est la plus grande plateforme mondiale de pétitions en ligne, qui est spécialiste des mobilisations citoyennes, des stratégies digitales, e-réputation, etc., etc. On en saura plus tout à l'heure. Voilà. Merci, mesdames. Et moi, je m'appelle Françoise Vernet, j'ai la chance de modérer ces échanges. En fait, l'année dernière, on devait déjà faire une table ronde autour du féminin, et puis le festival n'a pas eu lieu. On devait faire ce qu'on avait convenu avec Dominique Favario, c'est de faire toute une table ronde autour du pouvoir du féminin, et ça s'est transformé cette année en défi, sens et engagement, qui est quand même beaucoup plus, je pense, adapté. On va commencer par Fiona, parce que j'ai été très très énergisée par son livre. Je trouvais qu'il était plein de vie et plein d'enthousiasme, et j'aimerais que tu nous partages ce défi qu'est cette maladie et ce que ça t'a amené à vivre. Merci. C'est vrai qu'on a un professeur, moi je vais être du côté patient du coup. J'ai la mucoviscidose, donc c'est une maladie génétique dont vous avez sûrement entendu parler avec Grégory Lemarchal, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et en fait en 2019, je suis partie sur le long cours en Amérique du Sud, et c'était la première fois que je faisais un voyage itinérant vraiment loin de chez moi et en complète autonomie en termes de soins. Et ça s'était pas trop fait, en tout cas dans mon milieu. Je suis originaire de Lyon et maintenant j'habite à Annecy. Et du coup, en fait, quand je suis rentrée de ce voyage et que tout s'est bien passé, j'ai vraiment voulu communiquer sur le fait qu'on était capable de faire des superbes projets malgré les contraintes de toute la charge thérapeutique qu'on doit faire au quotidien, et surtout inspirer d'autres patients à faire le pas de sortir de leur zone de confort. Et j'ai notamment eu pas mal de retours, surtout des jeunes parents qui, à l'annonce du diagnostic, c'est jamais très facile. Donc, d'avoir le côté médical, c'est une chose hyper importante, mais aussi d'avoir le versant patient qui ont des projets de vie et qui arrivent à les réaliser. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours de cette part-là. Et le livre, il parle de mon voyage, d'un sommet que j'ai pu faire en Bolivie qui culmine à 6000 mètres d'altitude. Ça non plus, c'était pas très recommandé pour moi, mais en fait, ça apporte énormément de choses en retour. Et voilà, donc c'était pour montrer qu'il faut dépasser ses limites en connaissance de cause, mais y aller, quoi, foncer. J'ai créé une petite asso juste après, qui s'appelle Muco sans frontières, et c'est vraiment le but de créer des projets sportifs à petite échelle pour inciter tous les patients à faire du sport en plein air, partager un peu nos expériences et évidemment lever des fonds, parce que c'est une maladie qui n'a pas de traitement curatif à ce jour. Donc il y a des grosses assos nationales, dont Grégory Lemarchal, Vaincre la mucoviscidose, qui œuvrent avec la recherche pour aboutir un jour, qui sait, à un traitement. En fait, Fiona, ce qu'on voit, c'est que finalement, tu as une idée folle, tu te dis j'ai envie de faire ça, je pense que ça t'habitait depuis quelque temps,
Et comment, à la fois le personnel médical qui te suit, puisque tu décris dans le livre que voilà, tu as un suivi, ce qui est assez... Comment est-ce que tout ton entourage, tous ces gens qui t'aiment et qui ont envie d'avoir de la bienveillance, te soutiennent dans y aller? Parce que assez facilement, la nature humaine est parfois pessimiste et elle peut voir, on va dire, tous les dangers et tous les méfaits. Et j'ai l'impression que, peut-être parce que ton idée était ancrée profondément et que ça avait profondément du sens, parce que tu avais vraiment besoin de vivre cette expérience, j'ai l'impression que tous les gens autour de toi t'ont vraiment soutenu dans cet élan. J'imagine que les médecins devaient être inquiets. Enfin... Oui, au début, c'était pas un engouement général, on va dire, mais c'est un projet qui s'est pas fait sur un coup de tête non plus. Je me connais très bien. Enfin, en tant que patient, on est expert de sa propre pathologie. Je pourrais pas le dire pour les autres patients même atteints de la même pathologie que moi. Et quand on expose son projet en connaissance de cause, en prenant plein d'informations autour de soi. J'ai même contacté moi des kinés, des pneumologues dans les pays où j'allais au cas où j'ai besoin d'avoir un suivi. Et bon, je suis pas partie toute seule. On est parti à 2, donc avec Nicolas, mon copain, que j'avais également formé aux pratiques de kiné, qui était un peu au courant de ce qui pouvait m'arriver et qui m'a soutenue plus dans la routine que je dois faire tous les jours de soins. Lui, par exemple, chacun sa corvée. Il cuisinait et moi, je faisais ma kiné. Et du coup, c'était tous les jours un leitmotiv, et c'était un peu la condition pour que le voyage se poursuive. Et il n'y avait pas de débat, en fait. Sinon, je rentrais. Donc, mes parents, c'est pareil. Surtout ma mère, ça a été pas facile au début, mais elle a vraiment vu que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que, en fait, j'allais le faire avec ou sans soutien. Donc, il fallait mieux essayer de me suivre. Et j'ai vraiment prouvé que c'était possible, parce que je suis revenue avec les mêmes conditions de santé, physique et respiratoire surtout. J'ai quasiment pas pris d'antibiotiques, alors que d'habitude, on en prend toujours, on va dire surtout l'hiver, avec les virus hivernaux qu'on connaît tous, qui sont un peu plus, on va dire, qui nous marquent un peu plus quand on a des problèmes respiratoires. Et là, j'en ai pas eu du tout. Donc, c'était vraiment une preuve que on peut aussi se gérer pendant un temps sans avoir tout l'arsenal médical derrière soi. Bien sûr, il y a des suivis. Quand je suis rentrée, j'en ai fait tout de suite. Et puis, j'ai repris vraiment tous mes soins de kiné, d'aérosol, etc., que je dois faire tous les jours. Mais ça n'empêche pas, en parallèle, de vivre une vie un peu normale, parce que c'est ce que tout le monde pourrait faire. Donc voilà, je pense qu'il faut être soutenu, mais il faut aussi se lancer parfois et voir ce qui se donne, quoi. Et alors, le clin d'œil, si vous lisez le livre, c'est que c'est pas Fiona qui est allée à l'hôpital. Il y a eu un séjour à l'hôpital dans le couple pendant tout le voyage, et c'était Nicolas, finalement. Voilà, c'est ça. On n'est même pas allé à l'hôpital pour moi. Non, mais tant mieux. Hein. Merci. Vous êtes très soutenant, hein, c'est super. Si vous applaudissez à chaque fois, c'est... Karine, on va passer à vous. Vous, c'est un autre défi qu'on a tous vécu, mais à une autre échelle. On va dire que le 17 mars 2020, il y a un peu une vie qui bascule pour des milliards de personnes sur cette planète. Oui, alors oui, on peut commencer par le défi. Alors c'est vrai que l'engagement, je trouve que les 3 termes de cette table ronde sont extrêmement forts, parce qu'ils sont vraiment liés d'un engagement. On donne du sens à notre vie et à la vie des autres, et on est souvent pris dans des défis pour suivre cet engagement, pour respecter cet engagement. Oui, alors si on commence par le défi, si on commence par mars 2020, c'est vrai que le défi auquel j'ai été confrontée, c'est que je suis devenue, donc j'enseigne la médecine, je pratique mon activité médicale au sein d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et je suis devenue chef de service très peu de temps avant le début de la pandémie, quelques mois avant.
Et me retrouver à la tête d'un service où il y a à peu près une centaine de personnes qui travaillent, donc c'est quand même une espèce de PME, hein, c'est une petite, même moyenne entreprise, même si on n'a pas les contraintes d'une entreprise privée, on en a quand même aussi tous les inconvénients, mais également les avantages d'avoir à mener un groupe de 100 personnes pour affronter le défi de faire face à l'épidémie qui s'est abattue sur la région parisienne, le Grand Est, mais de façon très forte également, surtout sur la région parisienne à cette époque-là, et d'avoir le sentiment d'avoir à mener un bateau qui était pris dans un tsunami et garder le bateau au-dessus de la ligne de flottaison. Et ça a été un engagement humain extrêmement fort. En fait, à partir du... Alors nous, ça a commencé un peu avant, en fait, à partir du 4 mars. À partir du 4 mars, on a eu l'impression de vivre une seule longue journée jusqu'au mois de mai, sans plus de différence entre le jour, la nuit, les week-ends. Un travail quasi 24 heures sur 24, puisque même quand on dormait, on continuait à réfléchir à ce qui se passait et comment on allait faire face le lendemain. Le défi, ça a été de faire en sorte que personne ne coule. Personne ne coule dans l'équipe, mais également de soutenir le plus possible en leur apportant des soins pour une maladie qu'on ne connaissait pas, pour laquelle on n'avait pas de traitement, on connaissait à peine l'agent pathogène, faire en sorte que les personnes qui arrivaient dans le service malades en ressortent guéries, et en plus pouvoir faire en sorte que l'équipe ne coule pas sur le plan physique, sur le plan psychologique. Donc ça a été vraiment un combat de chaque minute. Et puis le défi, je pense que on peut maintenant mesurer à l'aune des mois qui passent si on a gagné ce défi. Alors, vous voyez qu'on n'est pas encore arrivé au bout de la pandémie, mais on a quand même maintenant des outils qui nous permettent aujourd'hui d'être tous présents. Et surtout, je pense qu'au niveau de mon équipe, là où on a une petite victoire, c'est que personne n'est parti. Vous avez entendu parler de la désaffection du personnel dans les hôpitaux publics en particulier, parce que le personnel est épuisé physiquement, est épuisé psychiquement. On vit dans des conditions, le système hospitalier français vit dans des conditions extrêmement difficiles qui ont été exacerbées par la crise. Et finalement, dans le petit service que je dirige, on a réussi à garder cette cohésion d'équipe. Et pour moi, en termes de défi, c'était l'une des choses très positives qui peut me dire que quelque part, on a un peu gagné ce défi. Et l'autre grand défi qui était celui de faire face à la pandémie et d'essayer de travailler pour apporter des solutions sur le plan thérapeutique, on voit qu'on a quand même fait beaucoup de progrès. On a aussi fait beaucoup de progrès en termes de porter la parole scientifique, et que ce soit également des femmes qui portent la parole scientifique. Et je pense qu'on a montré que notre place était là, qu'on n'était pas que dans le care, qui était très important, mais aussi on pouvait porter la parole et faire partie de ceux et celles qui prenaient les décisions. Donc je pense que pour moi, le défi depuis 2 ans, ça a été ça, et c'est ce qu'on a essayé avec Fiamma Luzzati, qui a écrit, dessiné ce livre que vous avez ici. On a essayé de montrer tout cet engagement-là, le sens qu'on donnait à notre travail et le défi auquel on faisait face pendant la première vague. Souvent, quand on se retrouve... Vous savez que derrière, il y a un autre débat, et que si on applaudit toutes les 5 minutes, on va manquer au final des 5 minutes. Donc, honnêtement, je vous donne un blanc-seing pour ne plus vous dire systématiquement. On fera un grand applaudissement à la fin. Finalement, on s'aperçoit que ces défis, les unes ou les autres, ça demande également, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille autour de l'engagement. On voit à travers le livre, et puis on peut l'imaginer, ayant des enfants, ayant une vie privée, etc. Voilà, ça signifie plein de choses aussi. Je pense que j'aimerais bien que vous témoigniez aussi sur cette période qui a dû être pour vos enfants. Enfin voilà, il y a un moment où, en plus, on ne sait pas quoi leur dire, c'est compliqué, on ne veut pas les affoler. On voit la petite dernière qui, quand même, à un moment donné, un repas, elle a peur, en fait, parce qu'elle ne comprend pas. Oui, alors oui, c'est vrai que je vous ai principalement parlé de mon travail, là, donc ça vous montre à quel point je suis passionnée par ce que je fais. Mais effectivement, le défi pendant cette première vague et puis pendant les mois qui viennent de passer, ça a été aussi de garder une vie de femme, une vie de mère. J'ai 3 enfants.
dont la grande qui est engagée également dans des études de médecine et pour qui ça a été extrêmement difficile d'une autre façon en fait que les plus jeunes. Et pour la petite, c'était d'aller à l'école quand aucun de ses camarades n'y allait. Donc elle a eu la chance, alors je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, elle est allée toute seule à l'école avec les enseignants qui étaient là, parce qu'on a quand même un super système éducatif qui a fait en sorte que les soignants puissent aller au travail et que les enfants puissent être gardés. Et donc elle s'est retrouvée toute seule, oui, le matin, de 8h du matin à 18h à l'école avec les éducateurs, les profs, les instituts et tout. Et c'était des moments très particuliers pour les enfants. Chacun à leur façon. Effectivement, dans le livre, on voit qu'elle a aussi été prise. Les enfants ont été pris dans un peu le maelstrom que j'ai traversé. J'ai été beaucoup aidée par mes parents qui sont là. Je les remercie. Ils m'ont beaucoup aidée pendant la première vague à faire face au travail, à la charge que ça représentait d'avoir des enfants et en même temps de passer plus de 12 heures par jour à l'hôpital. Et c'est là aussi où j'ai compris le sens que je donnais à mon engagement, parce que les gens autour de moi ont adhéré à ça et m'ont aidé. Et je pense que chacun à sa place a participé à cet engagement et à faire en sorte qu'on gagne ce défi. Merci. On va partir dans un autre univers. Françoise, toi, tu as fait face à... Je ne sais pas si on commence par le sens, l'engagement ou le défi, mais en tout cas, devenir ministre de la Culture, c'est quand même une aventure. Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'on nous propose ça. Et donc, voilà, même si ça a duré 17 mois, je crois, ça marque quand même sa femme, comme on dit. Oui, c'est loin d'être neutre. Mais voilà. Ce n'est qu'un an et demi dans la partie de ma vie engagée au service de la culture. Une autre vie avant. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on commence par l'engagement avant de rentrer dans ce défi qu'a été cette aventure. L'engagement, c'est tout le temps. Moi, je n'ai jamais envisagé de vivre en dehors d'un engagement, quel qu'il soit. Ça a commencé à Bruxelles, dans les luttes urbaines, et dans l'engagement par rapport à ce que la société nous amenait de pire, puisque quand j'étais jeune étudiante en chimie, à l'université, la grande industrie chimique nous draguait, en tant que jeune étudiant. Je raconte cette anecdote parce que ça existe. C'était en 69. Et on visite les locaux. Tu sais que ça continue oui, quand Total va chez la Polytechnique. Mais bon, mais à cette époque-là, il y avait peut-être... Ils faisaient moins attention. En visitant dans une salle, il y avait un tas de poudre blanche dans un coin. Et naïvement, je pose la question en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ils disaient, oh, c'est rien. C'est un sucre style aspartame, mais on n'est pas sûr que ce soit pas un peu cancérigène. Alors ça part en Afrique. Je peux vous dire qu'à 17 ans, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, toute ma vie, je me battrai contre ça. Donc l'engagement, il a commencé là. Et puis, comme la vie m'a mené, les pas et comme alors, les enfants, je crois qu'on pourra en parler, parce que je me demandais si tu allais commencer par la question de savoir quel est votre engagement aujourd'hui. Si je dois réfléchir à cela, tous les engagements sont liés. Hein. On vit dans un monde où il serait bien qu'on comprenne que tout est lié et que si on continue à travailler chacun dans son domaine, pour reprendre la parole de Bruno Latour, il nous reste 50 ans de sol. Et si on continue à travailler de façon extractive, chacun à côté les uns des autres et pas de façon liée, on va à la catastrophe. Et tous les indicateurs le montrent. Donc tous ces engagements sont toujours liés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui était bien d'entendre la parole de Karine par rapport à ses enfants, la population qui est traumatisée en ce qu'elle a vécu et ce qu'elle va sans doute devoir vivre sont les jeunes. Et donc je pense que s'il y a un engagement total à avoir aujourd'hui, c'est par rapport aux jeunes. Alors il se fait que je suis aussi une vieille grand-mère de 14 petits-enfants. Je me sens très 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 concernée par cette question-là aussi, que nous avons créé avec mon mari une école expérimentale dans la nature pour voir comment on pourrait redonner confiance aux jeunes et comment on pourrait leur imaginer qu'ils participent de façon très responsable à cet avenir. Il faut qu'ils reprennent en main. Et on parlait du film de Cyril Dion, Animal, qui va sortir sur les écrans le 1er décembre. Je vous invite à aller voir parce qu'il a donné la parole à deux jeunes. À l'époque, ils avaient 16 ans, Pipulane et Bella.
Et on voit bien que c'est eux qui sont quelque part notre espoir même à nous. Et ils sont extraordinaires. Il faut les entendre et travailler avec eux et voir comment on peut être là à leur service. On aura la chance d'avoir Vipulan demain matin, la projection de I Am Greta, et derrière on aura un échange avec Boris Cyrulnik, Françoise Nyssen, Marine Miller, et puis il y aura Vipulan Bhuvaneswaran, qui c'est ce jeune Français d'origine sri-lankaise, qui a écrit d'ailleurs avec Bella le cahier militant chez Actes Sud et qui est très engagé. Vous verrez, ça dépote. Il a 18 ans depuis le mois de juin et je peux vous dire que... Il est passé hier sur Le Quotidien. Écoutez-le, mais c'est incroyable. 18 ans, il a cette parole tellement élaborée, tellement construite et tellement engagée. Les discours, c'est bien, mais ça ne doit pas être que du blabla. Hein. Je dirais, ce qui est important, c'est que lui, il est vraiment, vraiment actif. Bon, allez, parle-nous un peu du ministère de la Culture quand même, parce qu'on va pas, je ne vais pas te laisser ne pas nous dire. On t'a quand même vu sur le devant de la scène. J'imaginais, moi, le backstage, c'est-à-dire, je me disais sa vie de famille, Jean-Paul Capitani, ton mari, enfin voilà ce que ça veut dire. Et comme Karine, je veux dire, il y a un moment où on est tellement engagé dans un sujet qui a tellement de sens. Alors tout le reste. Enfin, moi, je ne regrette pas un seul instant. Pour tout vous dire, j'ai refusé la proposition quand le président m'a appelé, m'a fait venir à Paris. J'ai d'abord refusé de monter à Paris, puis je me suis dit, président, il faut que j'y aille quand même. Proposé de prendre le ministère de la Culture, j'ai dit non, même si je trouvais que son programme culture était très intéressant. Et j'ai notamment dit non parce que moi, je lui dis, mon engagement, c'est les problèmes, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est tout ce qui se passe, qui va avoir des conséquences sociales catastrophiques, etc. Et je me suis permise de lui dire, vous n'y êtes pas du tout. Et donc, là, il m'a dit qu'il verrait ce que je verrais. Et effectivement, il avait pris un ministre qui était très, très engagé. Et c'est quand j'ai su que c'était Nicolas qui allait être le ministre de l'Environnement que j'ai dit oui, mais aussi parce que la femme de mon père, avec qui on a créé les éditions Actes Sud, quand je l'ai appelée pour lui dire, en sortant du bureau du président, voilà ce qui m'est proposé, que dirait mon père? C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Que dirait mon père? Elle m'a dit, très justement, mais tu t'en fous de ce que dirait ton père. La seule chose que tu vas te poser comme question, c'est est-ce que si tu refuses, tu ne le regretteras pas toute ta vie? Et elle avait raison, j'ai pas refusé et je ne le regretterai jamais parce qu'on est justement dans une position où pendant qu'on y est, on prend des coups, mais inimaginables. On est affublé de choses qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news. Moi, j'ai subi des choses inimaginables, mais ça passe et c'est pas très important et il ne s'agit que de soi. Alors que ce dont il est question, et Karine, je pense, doit ressentir la même chose, ce qui importe, c'est ce qu'on fait par rapport à cet engagement et par rapport aux autres. Or, la culture, c'est le fondement de tout. Et pour moi, j'ai vraiment la conviction aussi à une chose qui peut changer un peu la donne, c'est justement d'être confronté au sensible. Et tant qu'on n'est pas confronté au sensible, il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup frappé et inspiré, c'est le livre que nous avons eu le bonheur de publier et qui a d'ailleurs inspiré Demain de Cyril Dion dans sa démarche pour faire demain, c'est L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Et elle dit qu'on est, et on est roman, on est histoire, et on se construit cette histoire. Et donc, si on n'a pas la possibilité d'accéder à des récits, à un imaginaire, eh bien, on va être d'une seule parole et tout va être binaire, on va s'affronter dans des guerres, etc. Alors, dès qu'on a la possibilité de découvrir l'autre à travers les récits, eh bien, la donne peut changer. Donc, ça a été pour moi une période très, très importante et très, très enrichissante et où, finalement, on arrive à faire des choses. Si aujourd'hui, certains de vos enfants vont acheter des livres en librairie grâce au Pass Culture, eh bien, j'en suis très heureuse parce que c'est avec l'équipe de mon cabinet qu'on a mis ça au point. Si aujourd'hui, la presse peut un peu plus survivre grâce aux droits voisins et à la régulation à l'Europe, si vous avez sur vos plateformes des films qui ne sont pas uniquement des blockbusters américains, c'est parce qu'on a mis en place des choses à l'Europe. Alors, tous les journaux s'en foutent, ils n'en parlent pas, ça n'a pas d'importance parce que bon, si on essaye de travailler sur les fake news, c'est aussi parce qu'on a travaillé à ce niveau-là. Et si la question de l'éveil au sensible et de la pratique artistique et culturelle à l'école dès le plus jeune âge devient une question plus évidente et plus nécessaire, eh bien, c'est aussi le travail qu'on a fait à ce moment-là. Donc finalement, en 17 mois, on peut semer des petites graines et je ne le regrette pas du tout, même si effectivement, on reçoit des drôles de coups, mais moi, je n'avais pas du tout anticipé. Et bon, même quand on arrive à ce poste-là, à l'âge que j'avais, eh bien, ça nous donne un sacré coup de boost et de jeune, et ça nous donne peut-être encore plus d'énergie pour continuer. Merci Françoise. Bon. On va changer d'univers, on va aller visiter notre 4e île, Sarah.
Peut-être je te laisse déjà présenter ce qu'est quand même Change.org. Je suis pas sûre que tout le monde sache. Et puis toi, dans cette aventure, certes, il y avait de l'engagement, mais il y avait beaucoup de gens engagés. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a jalonné ce parcours. Donc voilà. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Et du coup, pour parler de ce qu'est Change, je peux parler de la pratique du travail que je fais depuis ces 10 dernières années et que aujourd'hui je continue à faire en dehors de Change.org. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si on a vraiment envie de changer le monde, oui, on est ambitieux, on a besoin pas d'avoir uniquement quelques personnes qui s'y attellent, mais on doit tous y aller. Et pour ça, il faut qu'on soit équipé, accompagné et pas juste inspiré. Et donc le travail que je fais et que je continue à faire, c'est vraiment cette idée d'aider les gens à construire du pouvoir collectivement pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur. Et j'aime bien utiliser l'image du cœur et du poing, parce que je pense que le cœur, c'est ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a dans les tripes, notre engagement, le sens de notre vie. Et pour moi, le poing, c'est la représentation du pouvoir. Parce qu'on peut être des bisounours, mais on est aussi conscient qu'on vit dans un monde où il y a des structures de pouvoir et que pour pouvoir faire triompher les bisounours, il faut aussi avoir utilisé des outils pour construire du pouvoir collectif et donc pour pouvoir avoir de l'influence. Et donc mon travail ces 10 dernières années, c'était d'aider des gens qui vivaient des choses souvent personnellement très compliquées, pour qui des pétitions en ligne étaient souvent le dernier recours, après avoir essayé de passer par la justice, l'administration. Et donc, les mobilisations étaient un peu leur dernier recours, et donc de les aider de mettre leur cœur en mouvement via des mobilisations citoyennes. Donc, c'était le travail que je fais et que je continue à faire aujourd'hui, et je pense qu'il est fondamental, et on en parlait tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on est face à de multiples crises, et on parlait du burn-out militant et du fait qu'aujourd'hui, les gens qui sont engagés souvent sont très fatigués parce que c'est un peu une bataille constante. On essaye déjà de maintenir certaines positions, de ne pas reculer, et puis on a aussi besoin de continuer à avancer vers une société plus juste, vers une société d'égalité, vers une société soutenable dans laquelle on peut vivre dignement, en bonne santé. Et donc pour ça, on a besoin d'être nombreux pour pouvoir maintenir le front. Et donc moi, mon engagement, en tout cas le sens que je mets, c'est comment aider chacune et chacun à se sentir équipé, en confiance pour pouvoir faire avancer ces sujets et qu'on évite justement de se brûler les ailes en étant plus nombreux et nombreuses. Dans le livre, tu donnes plusieurs exemples de personnes que tu as aidées. Alors, je me souviens plus du prénom, je cherchais dans mes notes. Il y a des parents dont l'enfant a eu... J'aimerais bien que tu nous parles de ce cas-là, parce que voilà, je pense que on parlait tout à l'heure, on a nos propres freins, on a nos propres croyances, et finalement, en regardant le témoignage de Fiona, en regardant le témoignage dont tu vas nous parler, ça nous permet de dépasser et de réinventer quelque chose qu'on ne croyait pas atteignable ou qu'on ne croyait pas possible. Absolument, donc c'est Stéphane et Corinne Vedren, qui sont deux personnes qui vivent dans la région de Bordeaux. Et d'ailleurs, je suis contente que tu me proposes de parler de cet exemple parce qu'ils ont gagné leur campagne il y a 3 semaines de ça. Alors je me permets de célébrer avec vous du coup. Mais donc Stéphane et Corinne ont perdu leur fille qui s'appelait Eva d'un cancer du tronc cérébral. Il faut savoir qu'en France, la recherche sur les cancers pédiatriques est très peu financée par les laboratoires privés, puisqu'en fait, ce n'est pas rentable, je mets des guillemets à ça, puisque ça ne représente que 500 enfants par an environ qui sont touchés, mais c'est 500 vies, c'est 500 enfants, c'est 500 familles. Et donc Stéphane et Corinne se sont dit qu'ils ne voulaient plus jamais qu'aucun enfant meure du cancer, et donc ils ont fait de leur peine, de leur douleur, finalement le moteur de leur engagement, et donc se sont engagés depuis quasiment une dizaine d'années, donc c'est un combat au long cours, pour que la recherche sur les cancers pédiatriques soit financée. Et donc ils ont commencé par d'abord rencontrer d'autres parents avec qui ils ont créé un collectif, et ils ont travaillé ensemble sur une pétition en ligne, entre autres, mais aussi sur du plaidoyer, en s'appuyant justement sur la force du nombre des signataires qui étaient derrière eux, pour aller rencontrer les responsables politiques. Ils ont travaillé sous le précédent gouvernement et sous le gouvernement actuel pour justement rencontrer à la fois des députés mais aussi des ministres pour faire avancer ce sujet. Et ça n'a pas été facile. Je pense que ça a été un combat long et parfois douloureux, parce que forcément quand on ressent que c'est une priorité pour nous, on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des blocages politiques. D'ailleurs, leur courage était assez... admirable, et donc ils ont vraiment fait œuvre de plaidoyer, je dirais, de haut niveau, puisqu'ils ont réussi à créer notamment des coalitions d'action entre des députés de différents partis.
Et donc, à force de mobilisation, à force de patience, ils ont réussi à faire tomber cette montagne qu'ils espéraient faire tomber en obtenant, il y a quelques semaines, comme je vous le disais, 25 millions de financement public pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Et moi, j'aime bien raconter aussi qu'ils ont d'abord obtenu 5 millions et qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Ils ont obtenu 10 millions et ils ont dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter. Ils sont justement allés jusqu'à 25 millions aujourd'hui. Alors bien sûr, le combat n'est pas à terminer puisque les enfants meurent encore, mais je pense que ça nous donne un bon exemple comment chacun et chacune d'entre nous, via la solidarité, mais aussi via de la méthode, et ce que j'espère raconter aussi dans mon livre, comment en utilisant des méthodes qui ont été pratiquées, développées, améliorées à la fois par des professionnels de la mobilisation, mais aussi par des citoyennes et citoyens qui ont été très créatifs et qui ont inventé des nouveaux modes d'action, on peut faire avancer nos combats, on peut gagner. Et donc je pense qu'on a besoin de savoir ça aujourd'hui, parce qu'on a parfois l'impression que l'avenir est plutôt noir, mais en fait on peut gagner des choses. Et chaque jour, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup de choses, et ça je le raconte aussi dans le livre. Merci. Donc maintenant que nous avons bien campé le paysage, nous allons essayer de faire de la transversalité. Mais avant ce passage-là, voilà, au moins on sait à peu près de quoi on parle. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous témoigniez toutes les quatre. L'engagement, ça nourrit, ça aspire, mais ça épuise. Et je pense qu'au fur et à mesure, il y a probablement eu des moments de découragement ou des moments où voilà, on baisse les bras. Voilà, comment on y fait face, comment on se fait aider. Parfois, c'est peut-être son entourage, parfois, c'est une rencontre. Voilà, est-ce que vous avez envie de témoigner sur ça? Je te repasse le micro si tu veux commencer. Alors, moi, baisser les bras, je ne peux pas dans mon cas. Non, mais moi, mon combat, là, il est quotidien. Et du coup, la sanction, elle est immédiate si je baisse les bras. Donc, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. C'est toujours quelque chose à faire pour me permettre de faire ce que j'ai envie, en fait. Donc, oui, il y a des moments où on n'a pas... c'est vraiment la lassitude, c'est dur, mais... Quand tu étais ado, tu vois, je pense qu'il y a des moments dans la vie, et c'est vrai que tu en parles dans le livre, je pense qu'il y a des moments où, voilà, on parlait tout à l'heure, ma fille a été aussi pas mal rééduquée que ça, il y a un moment où il y en a ras-le-bol, il y a un moment où tu as juste envie de dire... Donc voilà, il y a peut-être eu des tout petits moments, mais j'ai bien vu que c'était pas possible, ça n'est juste pas compatible. Disons que oui, il y a toujours une période de la vie, souvent c'est vers l'adolescence, c'est vrai, où en fait on a envie un peu de tout foutre en l'air. Pour ma part, ça pourrait être de fumer, typiquement, ce serait voilà, un bel exemple. Mais bon, moi j'ai toujours fait énormément de sport et j'ai été vraiment encouragée à en faire depuis toute petite. Et qu'en fait, je peux plus après monter les marches d'escalier. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris, je vais pas refaire. Mais c'est vraiment grâce aux gens qui m'entourent que j'ai pu avoir aussi cette intelligence, je pense, en plus de ma personnalité, où du coup, voilà, on apprend de ses erreurs, ça c'est sûr. Et moi, je l'ai assez vite compris, on va dire. Je le referai pas. Des moments de doute, on rebondit. Est-ce qu'on a besoin de partir faire du yoga pendant 3 mois en Inde pour se nourrir? Oui, je crois que vous parliez de yoga parce qu'on ouvre la BD sur le yoga. Oui, c'est vrai que le yoga m'aide beaucoup pour supporter tout ça. Non, pour revenir un peu sur la source de l'engagement, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on ne va pas à l'engagement, mais souvent l'engagement vient à soi. Dans la façon, grâce à la façon dont on a aussi construit sa vie et les chemins qu'on a suivis. Pour moi, l'engagement est venu assez tôt. Déjà, ma vocation de médecin, elle est née quand j'étais toute petite. Vraiment, je crois que j'avais 4-5 ans. Je me suis dit un jour, je serai docteur. Alors pourquoi j'ai voulu un jour être docteur? Parce que j'ai eu une image très forte d'un médecin de famille qui m'a montré un engagement au quotidien, la nuit, le week-end, pour ses patients. Et je me suis dit, avec cette pensée de gamin, mais finalement, quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire, on n'est rien. On n'a pas la santé, on va mourir et puis on ne peut rien faire. Et moi, ce qui était important dans l'engagement, c'était de faire quelque chose, de participer à ce grand effort collectif, de vivre mieux tous ensemble. Et donc, c'est comme ça que j'ai suivi mes études de médecine. Et ensuite, je me suis
assez rapidement engagée, dès la fin de mes études de médecine, vers les autres. Donc j'ai fait de la santé publique. Donc la santé publique, en fait, c'est une discipline qui est mal connue de la médecine, qui est souvent dévalorisée, parce qu'on n'est pas là à juste soigner. Alors juste, sans être péjoratif, on ne fait pas que soigner une personne, mais on essaie de comprendre comment on peut éviter que les gens ne tombent malades, donc comprendre tous les facteurs de risque des maladies et comment prévenir les maladies. Et donc, on travaille plutôt sur les politiques de santé. Et donc, j'ai fait de la santé publique comme ça, puis après, les maladies infectieuses m'ont rattrapée, mais je me suis engagée en santé publique, en particulier dans les pays en développement et en particulier en Asie du Sud-Est, où je voyais qu'en France, on avait la chance d'avoir dans le domaine du VIH des médicaments qui marchaient, des méthodes diagnostiques qui marchaient. Et puis, dans des pays comme l'Asie, en particulier le Vietnam, eh bien, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de diagnostic et les personnes qui étaient malades étaient considérées comme des fléaux sociaux. Donc, je me suis engagée avec Médecins du Monde pour mettre en place les premiers projets d'accès au traitement contre le VIH, aux méthodes diagnostiques et surtout à une réhabilitation des patients comme citoyens à part entière. Pas des fléaux sociaux, c'est pas parce que on est usager de drogue ou travailleuse du sexe qu'on n'a pas sa place dans la société. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce concept-là de la réhabilitation de l'être humain dans sa position, de la personne dans sa position dans la société, dans son interaction avec son environnement. Et l'engagement, c'est ça aussi, c'est au-delà du soin. Pour moi, ça a été de travailler avec cette définition de la santé de l'OMS qui est la santé, c'est pas simplement ne pas avoir de maladie, c'est être bien dans son environnement, un bien-être physique, un bien-être psychique, dans un bien-être environnemental. Et je pense que les grandes causes de la science, de la santé et de l'environnement sont complètement interreliées. Et on voit bien d'ailleurs, si on revient à la pandémie, que la pandémie, c'est pas juste une maladie avec un virus. Pourquoi on a ce virus? Pourquoi on a cette maladie? Parce qu'on est dans un contexte global de réchauffement climatique, de globalisation, de mondialisation des échanges, qui fait que tout circule très vite. Et quand on n'y met pas un peu de sens, un peu de règles, eh bien, la dérégulation mène à ça, à mener à la pandémie qu'on a actuellement et probablement aux pandémies futures si on ne cherche pas à agir sur l'environnement. La santé des uns est complètement liée à l'environnement dans lequel on vit. Donc, le sens de mon engagement, il est actuellement là-dedans. On parlait des grands défis à venir. Je vous ai parlé tout à l'heure du défi que j'ai vécu avec la pandémie, mais chacun d'entre nous faisons face aux défis des années à venir avec l'environnement et notre santé sera extrêmement impactée par tout ça. Merci. Sarah, tu veux... Oui, je voulais, sur ta question initiale de comment est-ce qu'on reste motivé et comment est-ce qu'on continue dans l'adversité, et tu en as parlé aussi, Françoise, sur la question des récits. Moi, c'est vrai que la plupart des gens avec qui je travaille sont des gens qui ne sont pas forcément des militants professionnels, donc leur première entrée dans l'engagement, c'est leur expérience vécue. Et donc, ce que j'ai vu qui, aujourd'hui, permettait aux gens de continuer, c'était d'abord comprendre pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, donc ça venait d'où cet engagement, mais aussi leur capacité à partager cette histoire. Et en fait, je pense qu'on a aussi une pratique, je dirais, de l'engagement politique en France et ailleurs, je dirais dans les pays européens, qui est lié sur le pragmatisme, sur l'idéologie, sur une approche très... je souris parce que je vois un monsieur avec qui on parlait d'idéologie tout à l'heure. Et l'idée, c'est pas de ne pas avoir une vision du monde, c'est plutôt comment est-ce qu'on raconte cette vision du monde par nos expériences personnelles. Et donc aujourd'hui, je pense que ce qui permet aux gens non seulement de eux continuer, mais aussi d'aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas encore convaincues ou qui ne comprennent pas leurs problématiques, c'est de réussir à parler de soi, de son vécu, de son histoire individuelle, et de trouver comment son histoire individuelle résonne avec finalement une histoire collective. Et j'ai trouvé que dans cette période qui a été parfois difficile, il y a quelque chose de beau qui s'est passé.
que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit dans le mouvement climat, que ce soit dans le mouvement féministe ou même dans le mouvement de lutte contre le racisme, c'est qu'on a commencé à dire « Ok, il y a des grands principes, mais il y a d'abord en fait ce que les gens vivent. Qu'est-ce que c'est traverser la rue pour trouver un emploi? Qu'est-ce que c'est voir un homme condamné pour violence sexuelle, ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce que je ressens ?» Et je repense aux mots, par exemple, de Sandrine Rousseau dans un discours qu'elle faisait, où elle parlait d'humiliation. Et je pense que si on arrive à reparler de nos vécus, de nos sentiments, de nos émotions, notre engagement, déjà, il peut toucher plus de personnes et on peut aller beaucoup plus loin. Donc pour finir là-dessus, je crois beaucoup à l'existence des récits, comment nos récits personnels créent des récits collectifs et comment ils nous permettent aussi d'imaginer la suite, de sortir aussi des carcans qu'on s'est imposés. Je pense qu'il y a des carcans qu'on connaît. Tu parlais tout à l'heure de ne plus avoir de règles, de libéralisation absolue. Et Cyril Dion en parle très bien d'ailleurs dans ses écrits. On nous a raconté que le monde ne peut être que libre-échange, que violence, que loi du plus fort. Mais en fait, on peut imaginer un monde différent. Et on peut l'imaginer d'abord pour nous, et puis ensuite, on peut l'imaginer collectivement. Et je pense qu'il faut qu'on passe du temps à raconter ces récits, nos récits à nous, recréer de l'empathie et aussi nos récits collectifs. Et personnellement, moi, c'est ce qui m'a fait tenir, parce que tous les jours, je regarde les infos, les réseaux sociaux, et j'ai envie de lancer une pétition à chaque instant. Mais aussi avec un peu de fatigue. Et les moments où, justement, on reprend de l'énergie, c'est les moments où je repense à l'histoire de Stéphane et Corinne. C'est les moments où je repense à d'autres histoires. Je parle aussi de Christelle dans le livre qui... elle aussi avait perdu sa fille et qui a mené une campagne admirable. Et donc, comprendre, entendre ces récits, ça nous fait dire c'est possible, moi aussi je peux le faire. Et surtout, on partage quelque chose d'humain, une expérience très personnelle qui peut nous reconnecter. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Merci beaucoup, Sarah. Françoise, on conclut sur cette question. Après, il va falloir que je passe le micro à la salle. Est-ce que la question, c'était comment... Alors, la question du début, c'est comment on dépasse ces baisses de régime et on arrive quand même à rester engagé. Finalement, ça peut être aussi un changement d'engagement, mais c'est vrai que voilà, quand on donne du temps, que ce soit dans ton aventure de ministre, que ce soit dans toutes les aventures que tu as pu mener, il y a des moments où on a quand même des moments un peu de baisse de morale ou de baisse d'énergie. Comment on les dépasse? Certes, mais pour reprendre cette parole de Gramsci, je dirais que la lucidité du pessimisme nous oblige à l'optimisme de la détermination. Et puis, on est toujours inspiré par des gens, et je reprenais dans ce livre témoignage une lettre que mon père avait envoyée à sa première petite-fille, arrière-petite-fille, pardon, quand elle est née, avec quelques conseils, et cette lettre est absolument magnifique. Et la dernière recommandation, c'est « Et si on te demande, ou si tu te demandes quelles règles observait cet arrière-grand-père qui écrivait une lettre quand tu n'étais pas encore capable de la lire, sache qu'elles étaient simples, ne jamais oublier le plaisir dans la nécessité, ni la nécessité dans le plaisir, ne pas cesser de pédaler sous peine de voir le vélo vaciller et entraîner le cycliste dans sa chute. Et selon les mots de Dante, se rappeler que tout espoir volé, il reste le désir. » Et je crois qu'à partir du moment où on est habité par ça, on ne se pose même pas la question, on y va. Et les expériences de vie, moi j'y suis très sensible parce que j'ai une expérience de vie et de mort qui correspond à celle du couple dont tu parlais. Et je ne peux que constater avec étonnement, même effarement, que tous les jours ça me donne une énergie. Bon, c'est grâce à Antoine qu'on a créé cette école parce qu'on s'est dit, bon voilà, il faut qu'il y ait un endroit où des enfants puissent ne pas se désespérer d'avoir une petite spécificité et pas être rejeté comme ça l'est souvent dans le système dominant en France. Et ça donne une sacrée énergie. Et puis, on vit dans un pays magnifique, objectivement. On a beaucoup de chance, on ne se rend pas compte, dans les périodes qu'on vient de vivre, que c'est un des rares pays qui a mis en place autant de dispositifs pour accompagner les gens quand même. C'est quand même, il suffit de voir les jeunes qui reviennent d'autres pays pour dire « Oh là là, moi je reviens en France parce que voilà, je ne peux pas survivre dans les autres pays, il n'y a pas ces dispositifs. » Donc, essayer aussi de voir un petit peu tout ce qui peut nous permettre de rebondir. Et toujours cette question de l'optimisme, de la détermination. Et puis, j'avais aussi envie de dire une chose, c'est que, bon, d'abord, je crois qu'en permanence, et ça, c'est quand j'ai fait mes études de chimie, quand j'ai eu le cours où j'ai appris qu'il y avait un principe d'indétermination, je me suis dit, mais c'est ça, on est toujours dans le doute et on est toujours dans l'indétermination. Donc, ça nous pousse à
on ne peut pas être dans une certitude qui nous fait dire bon, ben voilà, on a fait ça, c'est bien, c'est génial, et on arrête. C'est absolument impossible. Et puis l'autre chose qui m'anime, c'est j'ai eu la chance de rencontrer un des responsables à Pasteur de la neurobiologie, qui est Pierre-Marie Hédot, qui nous a dit quelles étaient pour lui les règles pour entretenir son cerveau. Allez voir ça sur Internet, dans ses livres, c'est très intéressant. Et la première règle, c'est l'émerveillement. Donc, c'est effectivement les récits, c'est toute la confrontation au sensible, c'est très important. Et la dernière règle, et on passe par toutes les règles qui nous amènent à essayer d'être complètement indépendant de toutes les pollutions, qu'elles soient sonores ou chimiques. Et je vous laisse bien analyser tout ce qu'elles doivent être. Hein. Donc, c'est très important des festivals comme celui-ci où on réapprend la nourriture saine, parce que d'ailleurs, Hippocrate disait que la santé, c'est l'alimentation. Hein. Tout est lié. Hein. Et la dernière règle pour avoir un cerveau en bonne santé, il disait, c'est simple pour nous, le cerveau, c'est la chambre d'écho de l'autre, et donc c'est la relation à l'autre. Et je dirais, pour finir, que moi, de toute façon, je suis bon qu'à ça, à être au service. Je suis chimiste au départ, je suis un catalyseur. J'aime bien que les choses se fassent, les accompagner. J'ai passé 70 ans, j'ai pu travailler dans ce pays, j'ai pu faire des choses formidables. Eh bien, je continuerai le reste de ma vie à rendre ce qu'on m'a donné. Et je pense que c'est la seule chose qui me permettra de continuer à vivre en pensant aux jeunes et à mes 14 petits-enfants. Ça y est, on va prendre les questions, jeune homme. Je pense qu'il va y avoir... je ne sais pas s'il faut que je donne un de nos micros. Oui, ok. Madame le ministre de la Culture, merci d'avoir cité Dante. Mais j'aimerais continuer votre considération sur Heisenberg, sur l'indétermination. Est-ce que votre considération pour l'écologie vous a rendu sensible à ceci pour la culture, qu'elle n'existait pas de cause, mais seulement d'âme? Elle n'avait pas un sol éternel, mais elle n'existait que tant qu'une âme humaine l'incarnait. Est-ce que parallèlement, par votre éducation initiale et par votre devoir, par votre travail d'éditrice, vous avez senti aussi que l'âme, sa question ne se posait pas tant en tant qu'existence, mais que pouvoir, d'acte de vie, et que c'était par exemple ce que l'on faisait quand on suivait une pensée dans la lecture? J'ai le micro. Je pense que ce n'est pas une question, c'est quelque chose que vous posez, et bien évidemment, je ne suis pas du tout insensible à toutes ces questions-là. Et quand on perd un des êtres les plus chers de sa vie, on ne peut s'en sortir que par une forme de spiritualité et de vivre avec ce qu'il vous laisse et ce qu'il vous donne pour après. Donc toutes ces questions-là, elles sont essentielles, rien n'est posé. Et je vous ai parlé du principe d'indétermination, donc rien n'est acquis, rien n'est... Hein? Vous l'appelez principe de perte? De perte? Non, pas du tout. Non, c'est principe d'indétermination. Longtemps, on l'a appelé le principe d'incertitude, mais ce n'est pas ça. Être obligé puisque la question, c'est pas de connaître à la fois la vitesse et la position d'une particule, mais c'est qu'à partir du moment où on essaye de voir où est cette particule, l'observation qu'on en fait entraîne l'indétermination de sa position. Donc non, c'est un principe d'indétermination dont je parlais de la perte, parce que c'est quelque chose que je connais, et que la notion de perte, elle s'analyse. Est-ce qu'on a vraiment perdu? Est-ce que la personne qui n'est plus là n'est pas quand même toujours là et vous inspire? Donc toutes ces questions sont... Et puis l'écologie et la culture sont liées. Donc pour moi, tout est lié. Et aujourd'hui, la science va vers la nécessité du lien à travers l'épigénétique, où nous montre que plus rien n'est déterminé. Enfin, on peut en parler pendant des heures et je crois qu'on dépasse. Vous n'avez pas de questions? Bon, écoutez, c'est très étonnant, parce que la première avait quand même donné un tempo assez haut de gamme. Merci d'ailleurs. Voilà.
Bah écoutez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On prend quand même. Il nous reste un peu de temps. On va continuer à. On va continuer. C'est ça qui vous intéresse? Très bien. Ok. Alors, ça y est, ça se chauffe, ça se chauffe. Je me lance, c'est pour chauffer la salle. Merci. On vous remercie. Si vous pouvez faire un tout petit peu le canal en dessous, on est ok aussi. Pardon. Je voulais vous demander, dans ce monde qui est aussi individualiste, je peux vous mettre le micro du coup. Là, contre le menton. Voilà, dans le monde qui est aussi individualiste, comment vous arrivez à justement à faire que les défis aient du sens et qu'ils se transforment en engagement? Parce que c'est extrêmement difficile de faire société maintenant. Donc si vous pouviez rebondir. Moi, je peux répondre à votre question à travers ce que l'on voit au quotidien dans la lutte contre la pandémie. Si on était resté individualiste et une petite fraction de la population, mais extrêmement bruyante, appelle à l'individualisme. On ne se vaccine pas parce que on sait qu'on ne va pas tomber malade. Les autres, on s'en fout. On peut transmettre, les autres tombent malades, on s'en fout, c'est pas nous. Enfin bref, j'aurais plein d'exemples dans cette pandémie où certains ont prôné l'individualité, alors que si on va s'en sortir, et on va s'en sortir, c'est sûr, c'est parce que justement on a tout misé sur le collectif. Parce qu'en France, on a su prendre soin les uns des autres, on a su comprendre qu'il fallait qu'on soit majoritairement vaccinés pour éviter d'arriver à l'hôpital, baisser la mortalité, etc. Il y a eu un effort collectif énorme en termes d'investissement sur la recherche. Il y a eu le soutien des soignants pour que les soignants puissent faire face. Il y a eu chacun d'entre vous a compris l'importance des gestes barrières pour qu'on sorte des confinements. Donc on voit l'individualité. Heureusement qu'on a réussi à montrer qu'il fallait affronter l'épidémie de façon collective. Mais c'est une bataille du quotidien. C'est une bataille du quotidien. Je le vois sur les réseaux sociaux où toutes les décisions qu'on peut prendre, quel que soit le degré de pédagogie qu'on met derrière, on est sûr qu'il y aura des personnes qui vont essayer de nous prouver le contraire et qui vont, pour ça, nous traîner dans la boue. Et c'est vrai qu'il faut avoir une force intérieure bien ancrée pour continuer à avancer sur cette ligne de crête. Mais je crois qu'au final, ce qui va rester, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure de l'expérience que vous avez vécue au gouvernement. On est complètement... on pourrait être facilement anéanti par la désinformation, par les fake news, mais au final, on voit que quand on résiste, qu'il reste dans le temps. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai beaucoup répété ça pendant ces 18 mois, le temps trie le mauvais grain de l'ivraie. Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment... Ce qui reste au final, c'est le sens du collectif et tout ce qui a mené notre engagement. Je fais beaucoup confiance finalement à notre société qui est capable d'être résiliente, mais c'est une bataille du quotidien. Je viens réagir, alors pas sur le même sujet, mais je pense que sur la question de l'individualisme et le collectif. En fait, je pense que dans les périodes de crise, notre premier réflexe, c'est notre sécurité. Et donc, je pense que quand on fait face à des situations difficiles, on pense d'abord à nous et à comment on se protège nous. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité à créer des espaces. Moi, je pense qu'il y a besoin de gens qui sont des connecteurs et des connectrices. Et j'espère, moi, jouer ce rôle. Et notamment, via des ateliers qu'on fait régulièrement, on amène des gens qui sont très différents, qui ont des intérêts a priori opposés. Et justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on les invite à raconter leur histoire, on leur invite à raconter leur vécu et à ce qu'ils ont ressenti vraiment profondément et pourquoi leur sécurité a primé sur quoi que ce soit d'autre. Et je pense que c'est naturel et je pense qu'il faut reconnaître aussi ce besoin de sécurité. Et quand on met des gens comme ça face à face, moi je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je me suis retrouvée donc dans un groupe de discussion entre des hommes et des femmes. Et donc, on s'est retrouvés, je me suis retrouvée dans un groupe
où il y avait certains hommes qui pensaient, par exemple, que le féminisme allait beaucoup trop loin, que tout ça, c'était vraiment trop, il fallait arrêter, etc. Et je parlais d'idéologie tout à l'heure, et on s'est dit, finalement, on ne va pas parler de ce qu'on entend dans les médias, de ce qu'on se dit, de ce qu'on nous fait dire, mais on va parler vraiment de nos vécus. Et donc, on était plusieurs femmes, et il y avait plusieurs hommes, et on a partagé nos expériences, nous, en tant que femmes, de violence. Donc, je suis désolée, je vais dire un gros mot. Mais donc, il y avait une animatrice qui était là, et donc les hommes étaient d'un côté, les femmes de l'autre, et cette animatrice nous a dit « Levez-vous si ». D'abord, elle a dit « Vous les femmes, levez-vous si vous avez déjà eu peur pour votre sécurité quand vous marchez dans la rue. Levez-vous si on vous a déjà traité de salope. Levez-vous si vous avez déjà été violée. » Et je peux vous dire que quand on s'est levé, ces hommes en face de nous ont laissé tomber l'idée que le féminisme c'est bien ou pas bien. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on peut se mettre à leur place? Et inversement, moi qui suis très féministe, quand l'animatrice a posé la question, levez-vous si on vous a toujours dit qu'il fallait prouver votre force pour vous dire que vous étiez un homme. Levez-vous si vous avez déjà vu un parent être violent envers votre mère. Levez-vous si. Et en fait, on comprend ce cycle des violences et on comprend ce cycle qui nous pousse vers notre sécurité, notre individualité, plutôt qu'à comment est-ce qu'on vit ensemble. Et je pense que pour lutter contre ça, il faut avoir ces moments de connexion profonde, en fait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement dire « voilà le monde tel qu'il doit être », c'est plutôt comment chacun d'entre nous, on vit ce monde et comment on trouve le dénominateur le plus commun pour que tout le monde puisse vivre de manière saine et épanouie. Alors, ça marche pas à tous les coups. C'est beaucoup de travail, c'est dur et c'est long, mais si on arrête de le faire, en fait, on voit ce qui se passe. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a trop longtemps arrêté de le faire, on a besoin de recommencer à le faire plus. Merci beaucoup de ce témoignage. Ça me fait penser, je ne sais pas si ce matin, certains d'entre vous étaient à la table ronde après le film Marche avec les loups. Mais Geoffrey Delorme et Laurent Tillon, qui sont tous les deux proches de la nature. Geoffrey a vécu 7 ans avec des chevreuils et Laurent a témoigné dans un livre sur son lien avec le chêne. Et l'un et l'autre disaient que cette expérience nous amène à faire tomber les masques et qu'en fait, on ne peut être en lien avec la nature et en lien avec le vivant qu'à partir du moment où le masque et les masques sont tombés. Et Geoffrey expliquait que finalement, au bout de quelques mois, assez rapidement, les oiseaux qui chantaient d'une certaine manière parce qu'il était un intrus parmi eux avaient un chant tout à fait apaisé et que ça lui permettait après, finalement, en fonction du chant des oiseaux, il avait vraiment vécu 7 ans avec eux, il savait quand il y avait un intrus qui venait dans leur espace. Voilà. Et ce que tu dis me fait énormément écho à ce qu'ils ont partagé ce matin. Et je pense que l'histoire de l'engagement, c'est un aller-retour finalement entre ce visage que l'on donne et cette énergie que l'on donne et être capable d'être en lien étroit avec ce qu'on vit. Parce qu'on peut aussi se perdre, on peut aussi donner à l'engagement une figure qui n'est finalement plus celle qui est juste pour soi. Et cet alignement et cette vérité, elle est extrêmement précieuse. Bon, voilà. Bon, c'était la petite digression de la fin de table ronde, excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui, allons-y. Merci pour vos... Si vous pouvez le coller au micro, oui, ou enlever le masque. Merci, monsieur. Merci pour vos interventions, elles sont très claires et très, très sympas. Moi, je voulais savoir, j'ai une pensée très émue avec les ONG qui se trouvent à Calais et qui ont un engagement fort, qui sont complètement épuisés, et pourtant on continue à voir des dizaines de migrants noyés en voulant traverser la Manche. Moi, je voudrais savoir quels sont vos conseils et comment doit-on s'engager et qui doit s'engager pour que ça s'arrête. Voilà. Il y a de multiples formes d'engagement. On a publié il y a 6 ans un petit livre de dessins et de témoignages de gens qui étaient à la jungle. Et il y avait des tas d'artistes et d'auteurs qui étaient intervenus. Bon, voilà une façon de faire valoir. Là, on vient d'en faire un avec des jeunes qui viennent par la Méditerranée. Je pense qu'il faut se battre pour que ce pays continue, soit un pays de l'accueil et non pas un pays du refus. Et il y a des échéances proches où il s'agit qu'on soit tous ensemble pour ne pas être un pays de fermeture et qu'on reconnaisse la richesse de l'autre. Mais c'est vrai que quand on pense
l'Afghanistan, avec ce qui s'y passe, avec la Syrie, il se fait que le directeur des collections de livres traduits de l'arabe chez Actes Sud est syrien. Il a quitté la Syrie il y a 60 ans, il n'y retournera jamais. Il y a au Liban, qui est dans l'état où il est, il y a sur 5 millions d'habitants, il y en a plus de 2 millions qui sont syriens, qui sont des réfugiés. C'est vrai que c'est terrible. Donc chacun, il faut qu'on agisse tous là où on est, et avec ce qu'on est, et avec ce qu'on peut. Moi, j'ai une chance énorme, c'est d'être éditrice, et donc de pouvoir faire entendre ces voix-là. C'est une forme d'engagement. C'est aussi accueillir. Après, il faut dire et redire, poser des questions auprès des gens qui décident, les sensibiliser, soutenir notre pape, qui vraiment a une parole forte sur ces questions-là, et alerter, sensibiliser. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais enfin, en tous les cas, c'est chacun de nous qui, conscient de cela, peut agir d'une manière ou d'une autre. Je peux donner des exemples concrets de choses à faire sur cette question spécifique. D'abord, la première chose, on a des élections qui arrivent, elles sont fondamentales. Et je pense qu'il faut se poser la question de c'est quoi nos valeurs, et si nos valeurs, c'est que chaque être humain, quelle que soit son origine, mérite de vivre, en fait, il faut voter pour des gens qui défendent cette vision du monde. Pourtant, moi, je vous dis, je ne suis pas en politique, et je sais que j'ai beaucoup de réticences. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se mobilise. C'est-à-dire que là, c'est un moment de bascule. Il faut qu'on s'exprime. La deuxième chose, c'est de donner de l'argent aux associations qui agissent, parce qu'elles agissent avec très peu de ressources, et surtout, elles se voient couper beaucoup de subventions, justement, parce qu'il y a une montée du discours politique xénophobe en France. Et donc, il y a beaucoup d'associations locales qui reçoivent des fonds publics qui se voient couper ces ressources-là. Donc, c'est important que les citoyennes et citoyens donnent de l'argent ou soient bénévoles dans ces associations. Et la dernière chose, c'est continuellement faire pression sur ces élus, parce que ce qui se passe, ça n'est pas une fatalité, c'est le résultat de décisions de politiques publiques françaises et européennes. Et donc, on a des élus français, on a des élus européens qu'on peut et qu'on doit, en fait, à qui on doit exiger ce devoir d'humanité. Et d'ailleurs, on dit 27 migrants noyés, on ne dit jamais leur nom, on ne dit jamais si ce sont des hommes, si ce sont des femmes. Il y a une petite fille qui est morte dans ce naufrage. Il y avait des femmes, il y avait 7 femmes et une petite fille. Il y a des images aujourd'hui qui commencent à être partagées sur les réseaux sociaux avec la photo de ces personnes. Et il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des personnes. Et ça, c'est la première chose qu'on peut faire, c'est de ne pas s'habituer à l'inacceptable. Et donc faire pression, donner de l'argent aux associations et voter pour des personnes qui défendent l'humanité, c'est absolument indispensable. Et ça, on peut le faire. Et puis je pense aussi se questionner sur pourquoi on en arrive là, en fait. Pourquoi ces gens-là quittent leur pays, en fait. En quoi la mondialisation, la manière dont on a détruit leur agriculture, dont on a détruit, dont le changement climatique causé quand même par les pays les plus riches, quand même. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce... On n'est pas sur le débat de l'écologie, là, mais on pourrait aller... Je crois qu'il y a une autre question, il me semble, par ici, qui sera la dernière, puisqu'après, il faudra qu'on libère la salle pour l'échange d'après. Oui, bonjour. Je vais rebondir sur l'histoire de la migration, en fait. Par rapport à ces 3 mots, moi, j'habite ici. Il y a un centre à Doma. C'est un centre où on reçoit les migrants demandeurs d'asile. Moi, quand je suis arrivée à la retraite, je me suis dit que ce n'était pas tout à fait un mot pour moi. J'avais toujours eu ces 3 mots dans mon engagement professionnel. Et du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et je crois, quand vous parlez pouvoir politique, pour nous, individus, c'est très difficile de passer toutes les strates pour arriver jusqu'au président. Par contre, moi, je me suis engagée. En fait, je suis allée les voir, ces migrants, comme on dit. En fait, aujourd'hui, je crois que chacun peut faire ça. C'est premièrement dire bonjour. Ensuite, je me suis engagée je donne des cours de français. Je ne suis pas prof de français. Hein. Voilà, je donne des cours de français. Ensuite, j'écoute un peu leurs récits quand ils veulent bien leur parler, parce que ce n'est pas évident hein, quand on doit raconter si on est parti d'un pays, enfin, on n'imagine pas partir de
démarche, hein, déjà du village, alors vous imaginez bien partir d'un pays. Ma difficulté, c'est plutôt de comment remonter ça au niveau des pouvoirs publics. Parce que là, il y a un mois, on m'a sollicité, parce que moi, je m'engage jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur trouver du travail et du logement. Donc, pour moi, j'ai 0 chômeur, j'ai 0 personne sans abri. Voilà, c'est mon engagement du quotidien. Par contre, on m'a sollicité, la préfecture notamment, m'a sollicité pour faire preuve d'exemple, hein, vous voyez, semaine de l'intégration, comment ça se passe, etc. On a fait tout ça, on a eu les témoignages, etc. Et derrière, sur les journaux, parce que c'est là où le journaliste va être le relais de ce que nous, on fait, sur les journaux, je n'ai eu que des mots au niveau des pouvoirs publics, grâce à l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration, grâce aux cours de français donnés par l'OFPRA. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la France est ce pays-là merveilleux, c'est grâce aux citoyens. Je pense que chacun peut trouver dans sa vie ces 3 mots. Il suffit de se lever le matin et de parler à l'autre. L'histoire des Gilets jaunes m'avait un peu choquée parce que j'ai discuté avec ces personnes-là qui ont découvert qu'ils avaient des voisins. Et ça m'ennuie un peu. En plus, on habite dans une région super cool, quoi. On n'est pas à Paris, on n'est pas Seine-Saint-Denis, on n'est pas dans des banlieues, etc. Et qu'on ait ces problèmes-là sur des régions, des petits villages, parce qu'on ne connaît pas son voisin, ça veut dire que c'est très grave, quoi. J'aimerais bien que ces 3 mots soient dans chaque individu, parce qu'on ne pourra pas monter tout ça vers les pouvoirs publics si chacun ne fait pas ça au quotidien. Voilà. Je voudrais rajouter quelque chose un peu dans l'esprit de ce que vous... Moi, je suis d'une montagne plus bas, on va dire, parce que j'ai une maison dans la vallée de la Clarée, en dessous du col de l'Échelle. Et je peux vous dire que la solidarité de la vallée, elle a été extraordinaire, parce que le col de l'Échelle est le nouveau lieu de passage. Et je voudrais rappeler que dans notre devise, il y a fraternité. Et comme dit Edgar Morin, trop de liberté amène des inégalités, trop d'égalitarisme amène à une frustration de liberté. La valeur la plus importante est qu'il s'agit de travailler en permanence et de faire vivre en permanence, parce qu'elle est en nous, c'est la fraternité. Merci beaucoup à chacune d'entre vous d'être venue partager ce moment avec nous.